J'ai vite fait comme avant. Tout de suite. De toute façon, dans ma tête, j'étais obnubilé par réessayer tous les sports, voir ce qui allait marcher, voir ce qui allait plus marcher. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense que mes premiers pas, c'était le 3 juin et je suis sorti du centre de rééduc début juillet. Et le 3-4 juillet, je crois, je donnais des cours de planche à voile. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Cette semaine, je reçois Manoël, un passionné de mer et montagne qui nous parle de son parcours, mais aussi et surtout de la manière dont il a repris sa vie en main immédiatement après avoir été amputé du pied droit. Manoël, c'est un exemple vivant du pouvoir du passage à l'action et un homme qui va vous donner envie de croquer la vie à pleines dents. Excellente écoute à vous. Bienvenue Manoël sur le podcast, je suis ravi de t'accueillir au micro des Frappés, quelques jours seulement après qu'on ait échangé sur les réseaux. Merci d'ailleurs à Florent et Laure, mon cousin et sa compagne, qui m'ont suggéré de t'inviter, et je pense ils avaient bien raison, ils avaient repéré un bon frappé. Merci à toi, merci pour l'invitation. Eh ben avec grand plaisir. Première question Manoël, qui es-tu? Que fais-tu? Alors moi, je suis un Kérassin, le Kéras, c'est les Alpes du Sud. Je suis né sur mes skis, haut dans la montagne et dans la neige depuis toujours. Et je suis moniteur de ski l'hiver. J'ai fait de la compétition enfant de 8 à 18 ans, un peu comme tous les enfants de l'école. Et puis, euh, et puis, depuis mes 20 ans, disons, je suis moniteur de voile aussi. J'apprends aux gens à faire du voilier. Donc, Génial. jusqu'à maintenant, j'étais sur le voilier d'un ami et aujourd'hui, j'ai mon voilier à moi. La classe. Un bateau qui a marré dans le port du Kera, bien sûr, j'imagine. Voilà. Remonter le Nil. Super. Euh, donc une enfance, tu disais, bon, voilà, très marquée, très orientée ski. Forcément, j'imagine que l'environnement dans lequel tu as grandi a eu sa petite influence sur le fait que tu pratiques ce sport. Mais qu'est-ce que tu y as trouvé en termes d'émotion, en termes de sensations? Qu'est-ce qui fait que tu as accroché avec le ski et que c'est une histoire qui perdure aujourd'hui encore? Ben ça, c'est une question qui revient souvent, mais en fait, moi, je me rappelle pas de quand la flamme, elle s'est allumée. Ouais. Et pour moi, c'est juste comme ça dans moi depuis toujours. J'ai pas d'explication. Quand ça glisse, je suis heureux. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi les sensations que tu retrouves? Ou en tout cas, peut-être le parallèle d'ailleurs que tu verrais entre ski, mer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es allé te mettre dans une autre discipline? C'était pour chercher des trucs complémentaires que tu n'avais pas dans le ski ou moins? Ou c'est parce que finalement, dans les deux, tu retrouves une intensité, tu vois, des sensations cool? Et donc, À la base, c'est familial en fait, parce que moi, je suis né à la montagne, mais mes parents sont de la mer. Ma maman est d'accord, bretonne et mon papa est né à Dax, dans le sud-ouest. ok. Du coup, ça m'a assez vite emmené à la mer. Et après, le parallèle qu'on peut faire entre montagne et mer, plutôt que entre ski et mer, il y a plein de choses qui se recroisent en fait. L'aspect loin de tout, l'aspect on se retrouve face à nous-mêmes quand on est en montagne ou en pleine mer, c'est un peu la même chose. Il y a plein d'ambiances qui se retrouvent en fait. C'est pour ça que les marins et les skieurs, ça se recroise souvent. Ouais. Ouais, l'approche, peut-être solitaire aussi, c'est vrai que j'ai eu quelques épisodes avec des gens qui faisaient à la fois, mer-montagne, une guide de haute montagne qui fait aussi de la course au large et c'était bah, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'elle disait aussi, finalement, tu vois? Cette connexion avec la nature aussi, les grands espaces, la solitude. Ouais, ouais, il y a ça. Et puis au final, à chaque fois, on glisse sur de l'eau, qu'elle soit gelée ou pas. Ouais, c'est vrai. C'est un C'est peu la vrai. mienne. J'avais vu ça comme ça, c'est vrai. Et par curiosité, dans le Keras, tu étais où? Moi, je travaille à Abriès. Je suis moniteur à Abriès, À en Briès, France, OK. à la frontière italienne. OK, OK. Ah ouais, à OK, OK. Après Aiguille, OK. Ah bah, j'y C'est étais, ça. l'été dernier. J'ai fait un petit sommet dont je me rappelle plus du nom. Il y a un lac, le Grand Los, c'est possible ça?
Ouais, la Grande Sud Lose, à Briès. Ouais, Lose, ouais. lac de la Lose. Bref, magnifique, très beau coin, très, très beau coin. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour ce contexte. C'est clair, je pense. Les gens ont l'image. Un enfant de la montagne né avec des skis aux pieds et attiré par la mer. C'est un super combo, en tout cas, ça fait rêver. Je veux bien maintenant que tu nous parles de ce qui t'est arrivé à tes 30 ans, de cet incident, et de la manière dont ça a changé ta vie depuis. Ben, en fait, moi, je vivais au Canada. J'enseignais le ski au Canada suite à un mauvais passage dans mon ancienne école de ski, donc j'en ai profité pour voyager. Et de là, le billet d'avion pour Hawaï est pas cher du tout, donc je me suis dit que j'allais surfer à Hawaï en amoureux, le voyage de rêve, quoi. Parce que tu étais mono de ski du côté de Vancouver, sur la côte ouest. Non, j'étais vers Revelstoke, donc c'est les Rocheuses. C'est Ah plus à ouais, ok. l'intérieur des terres, Ouais, mais sur le trip, on passait par Vancouver. Après, on avait acheté un camping-car. ok. Et du coup, de là, petit saut à Hawaï pour un mois, qui était prévu à la base. On a fait 15 jours à Maui avec un vélo et les planches de surf accrochées derrière le vélo avec une tente. C'était incroyable. Et suite à ça, on a décollé pour Kauai. Et Kauai, bah, même pas 24 heures là-bas. Et attaque de requin, je me suis fait croquer un pied, le pied droit. J'attendais les vagues. J'étais assis sur ma board, j'attendais les vagues. Et puis, bah, d'un coup, une pression de ouf sur ma jambe. Je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Puis en baissant les yeux, ben, un requin-tigre de 4 mètres accroché au bout du pied. Et là, bah, au début, c'est même pas de la panique, c'est de la surprise totale, en fait, presque de l'énervement. C'est bizarre, ça monte, la colère, elle monte doucement, et puis je me mets à taper dessus. Et puis, grâce à moi ou pas grâce à moi, il me lâche, et de là, il y a une série de vagues qui rentrent, comme dans Vaiana, quoi, le miracle. Au moment où il me lâche, il y a une série de vagues qui rentrent, j'ai deux coups de pagaie à donner et ça y est, je suis au bord. Il me reste 15 mètres à ramer pour être à la plage. Et là, les mecs, ils sont venus m'aider. Ils m'ont mis sur ma planche comme une civière. Et vu que j'avais déjà prévenu, moi, ils étaient déjà rentrés au bord avant que moi, je me dépatouille avec mon requin. Et du coup, les pompiers sont arrivés super vite. Je pense qu'en 10 minutes, ils étaient là. Et puis après, morphine, hôpital, amputation. Et un réveil bien difficile. Parce que du coup, le pied a été sectionné, c'est ça, la morsure, c'était. Il n'y avait Le pas de requin, chirurgie il a pas reconstruite. sectionné. Lui, il a juste tout fracasse. Ah Le ouais, pied, il ok. était à la limite presque même pas si abîmé que ça. C'était vraiment le mollet qui a pris cher. Ok. Et par contre, c'était tout déconnecté, quoi. Je pouvais plus bouger un orteil. Il y avait plus de sang. Mon pied, il était tout blanc. Et il y a plus rien qui bougeait. Donc, c'était la seule solution, quoi. Et là derrière, coma artificiel. Non, j'ai fait, bah, oui, pour l'opération, quoi, hein. Pour l'amputation, Ouais. ça a duré 6 7 heures. Ah ouais, quand même. Mais voilà, ouais, j'étais endormi comme si on se fait opérer d'autres choses. Ouais, ouais. Et tu dis réveil un peu brutal, du coup, il se passe quoi dans la tête quand tu reprends connaissance et que tu te dis, ouais, c'était pas un mauvais rêve, quoi, ça y est, j'ai un pied en moins. Bah, justement, il y a quelques secondes où j'espérais encore que c'était juste un mauvais rêve. Et puis j'ai essayé de soulever ma jambe et puis là c'était super léger quoi, vu qu'il y avait plus le pied au bout. Je me suis vite rendu compte, j'ai pas eu besoin de vérifier avec les yeux quoi, je me suis vite rendu compte qu'il manquait quelque chose. Ben là tu tombes de haut, hein, tu tombes de haut. Je savais pas vraiment comment réagir parce que bah, j'y connaissais rien en handicap, j'avais pas du tout de personnes handicapées autour de moi, dans mon entourage, tout ça. Et puis, bah, réveil déjà quand tout va bien, c'est pas incroyable les réveils d'opération Hmm. donc c'était un peu dur la première demi-heure et il y a le chirurgien qui est venu me voir et là tout de suite je lui ai demandé si j'allais pouvoir refaire du ski avec mes 2 jambes et qu'est-ce qui allait m'arriver et bon, on était à Hawaï alors le ski c'était pas très précis comme information ce qu'il m'a donné mais il m'a quand même rassuré sur plein, plein de choses. Il m'a montré des photos de ses patients qui skiaient, qui faisaient du surf, que voilà, il m'a fait comprendre que être amputé à mon âge, c'était pas si grave que ça tant qu'il reste le genou, c'est quand même pas si compliqué que ça, quoi.
Ouais, j'imagine que ça fait du bien d'entendre ça, venant de la part de quelqu'un qui a vécu ce que toi, tu es en train de vivre, à ce moment-là. Donc franchement, chapeau à ces personnes qui sont venues te voir. Ça doit être génial d'avoir ce type de soutien aussi rapidement. Alors on en avait parlé en off, toi et moi. On va pas trop s'attarder sur la cause de l'amputation, c'est-à-dire sur le fait que c'était une attaque de requin. On va pas alimenter la machine qui considère que les requins c'est dangereux, etc. Les requins c'est pas dangereux. Les attaques de requins qui sont mortelles ou comme celle que tu as subie, elles sont méga anecdotiques. On va parler de l'accident et de la manière dont tu as rebondi, mais pas du requin. Oui, oui, clairement. Puis même pour parler de mort, parce que ça existe, les noix de coco font plus de morts que les requins. Ouais. Donc voilà, à un moment, on va peut-être pas partir en courant quand on croise une coco à Intermarché, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais, clairement. Ok. Donc ouais, ouais, il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a des milliards, et encore plus spécifiquement pour ma part, parce que sur la plage où je me suis fait attaquer, d'une part, il n'y a jamais eu d'attaque. Et le pompier qui m'a vraiment pris en charge humainement, disons, celui qui est vraiment resté auprès de moi, qui a parlé avec moi et tout, il m'a dit que lui, il habitait là depuis 30 ans. Juste en face, c'est que non seulement il avait jamais vu d'attaque, mais il avait pas vu de requin non plus, quoi. Ouais. Et Je suis en train de regarder là un site qui compare le nombre de morts suite à des attaques de requins versus gens qui se sont pris la foudre entre 1959 et 2010. Donc, c'est pas les infos les plus à jour, mais quand même. Donc, sur la période, il y a eu quasiment 2000 personnes mortes foudroyées aux US et 26 qui sont mortes suite à des attaques de requins. Donc voilà, pour mettre les choses là aussi en perspective. ouais, ouais, non, mais il y a plein de données comme ça, plus ou moins justes, plus ou moins absurdes, qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Voilà, ce qui est sûr, c'est que moi, sur l'île sur laquelle j'étais, en 20 ans, on est quatre, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. En 20 ans, on est quatre. Il y a Bethany Hamilton, qui est bien connue du grand public, qui a perdu son bras à 12 ans et qui a quand même fait des Coupes du Monde de surf avec les valides, avec un seul bras. Et un photographe assez connu aussi, qui fait des super photos d'ailleurs de requins et qui continue de les étudier, etc., qui s'appelle Mike Coutts. Et le quatrième, c'est un Hawaïen qui m'a laissé une petite lettre, mais que j'ai pas eu la chance de rencontrer. Les deux autres sont venus me voir à l'hôpital et ça a été une des parties qui m'a vraiment aidé à rebondir. C'est que me retrouver avec eux dans ma chambre, qui me montrent des photos de quand ils sont allés surfer hier. Et Mike, lui, il a exactement la même amputation que moi, en plus, sur la même jambe, donc avec le même pied devant en surf. Enfin, il y avait tout, j'avais toutes les infos. À part pour la neige et le ski, mais ça c'est l'épisode d'après. Je vais pas commencer à pleurer tout de suite. Du coup, comment ça se passe une fois que tu es réveillé j'imagine, retour en France assez rapide. Tu es repris en charge par une autre équipe médicale à ton arrivée ou comment ça s'est organisé? Ça, c'est un peu impressionnant, hein, les États-Unis, 6 jours dehors. Waouh. Presque, ils m'ont déchargé sur le passage piéton avec mon fauteuil roulant. Mon avion, il était 2 jours après. J'avais une voiture sur le parking, mais plus de jambes pour la conduire. Et démerde-toi. Et Punaise. bah, du coup, justement, c'est Mike qui est venu me chercher avec un collègue à lui qui a ramené ma voiture à la loc et qui m'a invité chez lui pendant 2 jours. Et c'est ma copine du moment, du coup, Katia, avec qui je ne suis plus aujourd'hui, mais qui me faisait les pansements et tout, même pour l'avion. J'ai pris un avion normal pour rentrer, quoi. Et là, je me suis retrouvé livré à moi-même chez maman dans le Kera et avec pas de chirurgien français qui voulait me prendre en charge parce que c'était un chirurgien étranger qui m'avait opéré. Et du coup? Du coup, eh ben, avec les connaissances, les coups de fil au tout-bib, on a fait pendant presque un mois comme ça à la maison, les infirmières, heureusement les infirmières locales qui ont quand même relayé, quoi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas de chirurgien en France qui voulait te prendre en charge Parce que pas- vu que c'est pas eux qui avaient opéré et que c'est pas les mêmes techniques d'opération, disons, aux États-Unis et ici, il y a personne qui voulait se porter garant de ce qu'avait fait un autre, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ok.
Et ça a changé au bout d'un moment ou tu jamais pu avoir Ouais, le bah, après de coup de fil en coup de fil, en fait, de copains médecins en copains médecins, on a réussi à à me trouver une place dans un super centre de rééduc pour le coup à Aubagne, à côté de Marseille. C'est le centre de rééduc des amputés en France, Ah ouais? OK, je savais pas du tout. à la Bourbonne. D'accord. C'est mettez 130 amputés dans une boîte. Parce que, suite à l'opération initiale, donc l'amputation, tu dois repasser sur le billard après? Tu as à nouveau des opérations qui ont été, menées? Non, moi j'ai eu la chance que ce soit tout réglé. OK, d'accord. Soit tout réglé. Après les ajustements, c'est les prothèses. Du coup, après dans le centre de rééduc, là, j'ai fait encore 15 jours jusqu'à ce que mon moignon soit assez guéri pour pouvoir accepter les tests et les essais de prothèses sans que ça gêne la cicatrisation. Ouais, Et du coup, j'ai eu mon accident mi-avril. Mi-mai, j'étais en centre. Et début juin, j'ai essayé les premières prothèses. Le, OK. le 3 juin, mes premiers pas, je crois, un truc comme ça. Ouais, ça c'est quelque chose que l'invité dont je te parlais en off, Jérôme Bernard, qui est double amputé, tibial, depuis un moment, m'expliquait, c'est comme il a une asso qui accompagne justement des néo-amputés, comme il dit. Hem, Bah, on parlait un petit peu de ça, en fait, de la difficulté et je suis curieux de savoir comment ça s'est passé pour toi. En fait, il expliquait que c'est super dur quand tu es amputé d'avoir accès à une banque de lames, en l'occurrence, en tout cas de prothèses type lame, pour pouvoir les tester, pour voir si ça te convient, pour, bref, pour, en fait, pour te remettre à marcher, à peu près normalement sans que ça te coûte, les yeux de la tête et donc lui, c'est ce qu'il fait avec son asso. Mais on parlait de ça, du coup, du fait que, en fait, après l'amputation, tu peux pas tout de suite il y a un temps de cicatrisation et tu peux pas tout de suite essayer les prothèses bah, parce que le moignon n'est pas juste pas guéri et pas prêt à recevoir une prothèse. Ouais, c'est ça, c'est presque. Moi, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai validé avec mon moignon à moi, hein, c'est hyper différent d'un cas à l'autre, mais c'est 3 ans. 3 ans pour avoir un moignon qui est un peu endurci et que maintenant je peux garder ma prothèse. Je pense que même si je la gardais la nuit, plusieurs jours, ça irait. Ok. Punaise, ouais, c'est. Et ouais, bah ouais, parce que bah C'est un peu comme marcher pieds nus, faire de la corne. ouais, Finalement, ça ressemble vachement à un pied, hein. Un moignon tibial, c'est les mêmes problèmes. On a des ampoules, on a les mêmes galères que sur un talon, quoi. ouais. Le Ouais, sens- sachant que c'est quand même, voilà, un moignon, c'est pas une enfin, c'est pas une zone qui est, prévue physiologiquement pour supporter du poids, des chocs, de la pression donc voilà, c'est sûr que le temps que ça se forme, enfin, je suppose que c'est ça aussi qui fait que et ça demande vachement de temps, quoi, parce que 3 ans pour une cicatrisation classique, on va dire, ça paraît énorme mais en fait, là, le sujet, c'est que il y a énormément de contraintes, physiques qui sont mises, sur le moignon quand c'est une amputation, Ouais, puis là, tibiale, quoi. c'est plus de la cicatrisation, c'est vraiment, comme on dit, faire le cuir, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme faire 200 bornes de vélo sans avoir mal au cul. Ouais. Ça prend au moins 3 ans, je pense. Ouais. Ouais, la bonne image. Non, mais tu vois, c'est pas de la cicatrisation, c'est pas de la guérison. C'est juste qu'au début, tu Ouais, peux garder une demi-heure, après 1 heure, après 3 heures, et pour que tu te dises pas, ah, fais chier, il faut que je mette ma prothèse, il faut quelques années, quoi. OK. Donc assez rapidement, tu te retrouves en centre, donc bonne prise en charge. Tu disais que c'est, peut-être le meilleur centre de France pour les amputés, donc tu es au bon endroit, bien entouré. Le sportivement, donc bah, on l'a bien compris, hein, tu es né dans un environnement plutôt montagnard avec une influence aussi mer, du fait de tes parents. Enfin mer, voilà, la mer, la voile. C'était ton taf, tu accompagnais des gens, en plein air, voilà, dans leur pratique. Comment est-ce que du coup, une fois que l'amputation était là, que tu étais rentré en France, comment est-ce que tu as rebondi sur l'aspect, bah, justement, pro, physique, sportif et combien de temps il t'a fallu? Et ben, j'ai vite, vite, vite fait comme avant.
Tout de suite, tout de suite. De toute façon, dans ma tête, j'étais obnubilé par réessayer tous les sports, voir ce qui allait marcher, voir ce qui allait plus marcher. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense que mes premiers pas, c'était le 3 juin et je suis sorti du centre de rééduc début juillet. Et le 3-4 juillet, je crois, je donnais des cours de planche à voile. Oh, punaise. Mais c'était indispensable, quoi. Ouais. Le gars, il m'a dit, le patron, il co- je connaissais très bien un des employés, qui était un employé de longue date, donc qui a pu expliquer au patron qu'il avait un pote amputé qui voulait venir bosser et, et que ça allait le faire. Et le gars, quand je l'ai eu de mon lit d'hôpital, il m'a juste dit, bah moi j'ai besoin d'un mec qui est motivé et qui a le sourire tout l'été, quoi. Je dis, bah là, je pense que tu trouveras pas un mec qui sera plus content que moi que d'être sur l'eau cet été. Il dit, là, tu trouveras pas un plus grand sourire que le mien, j'arrive, quoi. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, très vite, je faisais du paddle, de la planche, du trampoline. Et j'ai tout réessayé direct, le vélo. Je me suis mis au parapente, j'en avais jamais fait. J'ai fait de la plongée, que j'avais jamais fait Waouh. non plus. Un Et peu comme quand on parle d'une espèce de genre de boulimie d'expérience pour vivre j'étais encore plus bugué, intensément. j'étais bugué complet. Bugué complet. J'étais tout seul dans ma tête, je m'en rappelle pas d'ailleurs. J'ai oublié les 8 mois qu'on suivi toute cette période. Ah ouais? Moi, du moment où je suis rentré dans le Kera, au mois de janvier, je m'en rappelle pas. Comme une énorme cuite, quoi. Je me rappelle de deux, trois trucs, mais je pense que c'est Ouais. justement ce genre d'interview qui fait que je m'en rappelle un peu parce que j'ai eu des interviews pendant cette période-là, donc je me suis re-entendu écouter mon histoire, mais moi, je me rappelle de vraiment pas grand-chose. C'est incroyable le cerveau, hein. Je te parlais de Jérôme juste avant, lui il a aucun souvenir de son accident. Et d'ailleurs de toute sa vie avant l'accident. Il a pas de souvenir de sa vie d'avant, c'est-à-dire quand il avait ses 2 jambes et son bras et ça lui est arrivé à 9 ans. Il a aucun souvenir d'avant. Ouais, bah, ça m'étonne pas, mais c'est ça qui est bon en fait, hein, je pense, c'est que c'est le moment C'est où, ce qu'il disait, ouais. où tu vas, quoi. Ouais. Tu vas pas à reculons, quoi, ça veut dire que tu vas, quoi. Et moi, les toubibs avec qui j'ai parlé, ils disent tous que c'est dans le 3 semaines, un mois qui suit le carton que tu prends ta direction. Après, c'est hyper dur de. Si tu pars à l'envers, c'est hyper dur de revenir à l'endroit. C'est pour ça qu'il Et faut pas juger, faut faire attention à ça, à se dire croiser des handicapés qui n'ont pas le moral, bah, des fois, quand t'étais pas dans un bon moment, et ben, c'est la vie comme ça, quoi, hein. Tu peux pas t'en remettre, tu peux pas t'en remettre. On n'est pas tous. ouais. J'ai eu une bonne étoile ce jour-là, mais je suis certain que ça m'arrive un autre jour où je suis pas bien dans ma peau, autant je plonge, hein. En tout cas, super impressionnant de voir, ouais, alors il y a peut-être un peu, tu dis de bonne étoile, un peu de chance. C'était un moment où voilà, tu étais en capacité de te relancer. Mais ouais, c'est quand même super impressionnant à entendre. Tu as «remonté la pente» entre guillemets. En tout cas, tu étais à nouveau dans l'action, super rapidement. Mais en fait, sur la plage, hein. Moi, quand je suis arrivé à la plage, j'étais le plus heureux du monde. J'étais vivant, j'étais là. Moi, j'espérais que le requin il croque ma jambe et qu'il se barre avec pour que j'ai une chance de rentrer. Donc j'avais déjà tout abandonné, moi. C'est ça qui a Ah ouais, facilité tout. C'est la faute de personne, c'est ça aussi, tu vois. C'est pas en faisant une connerie, je m'étais renseigné, il y avait plein de monde dans l'eau, j'y suis pour rien, tu vois. Et c'est pas un soulard qui m'a grillé un stop, tu vois, donc c'est quand même plus ouais. facile à digérer, quoi. Je suis pas un spécialiste, sur le sujet, mais je pense qu'aussi un facteur qui a vachement joué, c'est justement que tu as été dans l'action tout de suite et que tu pas resté en posture, de victime. Ouais. Et je te dis ça parce que j'ai eu une invitée il y a quelque temps maintenant, dont c'était justement le sujet de l'épisode, les troubles de stress post-traumatique, donc PTSD en anglais. Euh, et suite à ça, du coup, je me suis formé. J'ai passé une certification en gros un protocole de déchoc psychologique. Donc, c'est les premiers soins, mais du cerveau, on va dire. Et en fait, un des aspects centraux de ce protocole, de cette approche, qui est massivement utilisé dans plein de pays ou par les forces de police, tu vois, en France, par certaines unités de la police, de la SNCF, etc. Euh, c'est l'action. C'est en fait de dire ce qui maximise la probabilité qu'un PTSD s'installe,
c'est le manque de contrôle. C'est évidemment d'être confronté à une situation de mort imminente, soit la tienne, soit celle de quelqu'un que tu observes. Et ensuite, c'est l'inaction. Et c'est là que le cerveau, dans une fenêtre en plus très très courte, hein, genre 6-12 heures, peut, si tu restes dans l'inaction, si tu restes en mode passif, en mode je suis une victime, aidez-moi, c'est là que le cerveau peut stocker en fait une information dans la mémoire à très très long terme et que cette information en fait elle devient, en fait ça crée un PTSD quoi, un trauma. Mais après, moi, mon analyse à moi, qui est absolument pas scientifique, qui est vraiment juste personnelle, sans aucune preuve à l'appui, c'est que moi qui ai vécu le truc, j'ai zéro souci pour retourner dans l'eau. Ok. Euh, à peu près tous les mecs avec qui j'ai pu discuter des surfeurs attaqués par des requins ou des plongeurs, aucun problème pour retourner dans l'eau. J'ai pas rencontré un mec qui a un problème pour rentrer dans l'eau. Par contre, le frangin qui a sorti son frère de l'eau, ou Katia qui m'a fait un garrot, ou papa qui a vu son gamin et la flaque rouge autour depuis la plage, c'est eux qui sont traumatisés. Hmm. C'est eux qui sont traumatisés. C'est souvent en plus des gens qu'on oublie. Ouais, Eh oui. Katia, moi j'étais en train de dormir. Katia, elle a passé 6-7 heures à attendre toute seule avec que des mecs qui parlaient anglais autour d'elle. Et à pas savoir si j'allais mourir, si j'allais pas mourir, si elle devait appeler ma mère, si elle devait pas appeler ma mère. Tu vois, elle a passé un vrai sale moment. Moi j'étais endormi, quoi. Hmm. Donc aujourd'hui, elle a plus ramassé que moi, clairement. Hmm. Elle s'en remet, hein, ça va, mais ça a été plus difficile pour elle que pour moi en termes de psychologie. Ouais. Bah écoute, ton ressenti il est bon. Je suis pas du tout un spécialiste là-dessus, mais bon, comme j'ai fait cette formation, c'est un peu ce que j'en ai retenu aussi. C'est que tu as carrément raison. Et en fait, ces personnes qui sont les PTSD, on pense souvent là aussi, justement, tu vois, que c'est les victimes d'accidents qui sont concernées. Mais en fait, non, pas forcément. C'est quand tu es témoin d'une situation de mort imminente. Et toi, bah, clairement, Katia, tu vois, ton papa ou quoi, bah, forcément, attaque de requin, tu dis, bah, mince, est-ce qu'il va y passer? Et ben en fait, c'est là où le truc peut s'installer aussi. Donc, ton impression, elle est d'après, en tout cas ce protocole, elle est carrément prouvée scientifiquement. Donc, voilà. Ça y est, j'ai des preuves du coup. Voilà. Yes. Non, mais il y a plein de trucs comme ça, de toute façon, qui sont flous et qui sont. Ouais. C'est tellement personnel, ça dépend même sur la même personne en fait. Suivant l'accident, suivant le mood dans lequel tu es, tout, tout peut basculer d'un côté ou de l'autre, je pense, sans qu'on puisse rien y faire. Mm. 2017, donc t'avais quel âge? 30 ans. 30 ans, pile. Ok, ok, C'est ok. l'anniversaire que j'ai oublié, du coup, pas mal, hein. Ouais. Jamais à la trentaine, moi. Je suis resté gentil. Et peut-être pour finir sur ce chapitre de cet événement, mais socialement, est-ce que ça a été un sujet pour toi? Ça a été un peu, enfin, ça a été quelque chose que tu as dû gérer? Le regard des autres, par rapport à ce que tu pouvais Euh, faire ou pas? non, franchement, aujourd'hui, le regard des autres, c'est fini pour moi, ça. Bah, OK. je le ressens pas, en tout cas, je le vis pas du tout. Peut-être que quand c'est vraiment écrit sur toi, tu vois, les handicaps où il y a vraiment des malformations, des déformations, où pour les gens c'est un petit peu plus difficile, mais non, quand tout va bien et puis que tu cours plus vite qu'eux, de toute façon, il y a peu de. Il y a peu de. J'ai même peut-être plus souffert pendant une petite période au début de l'inverse, de tout le monde qui se dit, oh bah ça a l'air d'aller, quoi. Ouais. Et du coup, les petites attentions et les petits waouh, c'est super ce que tu fais, ça m'a un peu manqué à un moment. OK. Et Et ça, tu penses que c'est dans la pourquoi? Parce que partie du justement, mois où j'étais un peu, mon cerveau de toute façon était un peu à la rue. et tu penses que ça, c'est dû à quoi? C'est parce que justement, tu renvoyais tellement l'image de quelqu'un qui est reparti tout de suite, qui était tout de suite dans l'action, et cetera, que les gens avaient du mal à lire autre chose que, bah, finalement ça va bien? Ben c'est ça, je me suis retrouvé dans une situation où en fait tous mes proches, les gens que j'aime et grâce à qui j'en suis ici, tout à l'heure je voulais dire aussi, c'est aussi pour ça que je me suis remis aussi bien, c'est que j'ai été entouré, c'est incroyable,
une énergie autour de moi, dans mes potes, dans ma famille, etc., de toute façon, en avant, quoi. Il y a pas, il y a Hmm. pas, on s'arrête là et tout le monde était là. Mais très vite, ils se sont rendus compte que ça allait et ils avaient bien raison. Ils m'ont traité comme ils m'ont toujours fait. Mais moi, ça m'a fait bizarre parce que d'un autre côté, sur les réseaux sociaux, par exemple, j'avais des reconnaissances de gens, des messages de 2 pages, de gens qui me louaient incroyablement parce que j'avais fait 2 virages en ski, alors que moi, j'en voulais bien plus. Mais je me suis retrouvé à un moment, qui c'est qui m'aime, quoi. Je savais plus faire la part des choses. Ouais. Aujourd'hui, ça va mieux, j'imagine? Enfin, ça va mieux, Oui, c'est puis derrière toi cette phase? aujourd'hui, je me suis aussi prouvé à moi-même que ça va. En fait, j'avais besoin aussi de ces messages et de ces retours pour me dire ça va. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. J'ai des preuves tout seul, chronométriques, etc., que je skie plus vite que quand j'avais 2 jambes, que j'ai plus la caisse, que il y a des choses qui ont changé, mais ça a seulement augmenté mes performances. C'est juste que dans ma tête, je suis plus fort, c'est tout. Physiquement, j'ai pas de frein, quoi. Alors, tu évoquais le ski. Donc, voilà, l'été, dès le même été, tu as été sur les plages à t'essayer à plein d'activités, certaines que tu n'avais jamais faites avant. Mais le retour en ski, du coup, il s'est passé quand? Et puis, si on fait une espèce d'accéléré, quelle place est-ce que ça prend aujourd'hui dans ta vie? Puisque en termes de résilience et de capacité à se relancer, ce que tu as fait avec le ski, ce que tu es en train de faire avec le ski, c'est quand même un truc de fou. Donc, je serais assez partant pour que tu nous en parles. Et bah ouais, ouais, bah comme je vous disais, moi, c'est ancré dans moi depuis la naissance. Le ski, je suis né avec mes skis. J'ai vraiment cette sensation que ça a toujours été là. Et du coup, bah c'était ma peur en fait. C'était vraiment mon angoisse, c'était de plus pouvoir skier assez bien pour que ça me plaise toujours. Et donc, ben, l'hiver est arrivé. Le 16 décembre, il me semble, j'ai eu ma première prothèse. Donc, le lendemain, j'étais sur les pistes, évidemment. Et là, franchement, j'ai failli pas chausser, quoi. J'avais le bide plié en deux. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment, vraiment dans le dur parce que j'avais peur que ça me plaise pas, quoi. Et là, je me mets à parler un peu doucement pour pas pleurer, mais parce que c'est quelque chose qui est viscéral chez moi, c'est le ski ou les psys, et je les répète, c'est depuis que je suis gamin que c'est comme ça. Les hivers où je me suis blessé à 14 15 ans, bah, j'ai fini chez les psys parce que j'étais beaucoup trop chiant, quoi. Et du coup, je pars avec les potes, je les ai rejoints tout seul. J'avais 5 virages à faire pour rejoindre le bas du télésiège. Là, je me suis rendu compte que ça fonctionnait quand même vraiment bien. Donc Et là, tu avais une prothèse adaptée au ski déjà? j'avais déjà ma première prothèse adaptée au ski qui était pas très bonne. Qui était pas une très bonne prothèse, mais qui m'a suffi pour commencer, pour aller faire de la poudreuse et déjà 2 3 petits sauts dès le premier jour. Ah ouais, carrément, des petits sauts. Direct, ça a fonctionné vraiment bien très vite. Et puis voilà, moi quand même, déjà sur un seul ski, je pourrais m'en sortir pour descendre d'en haut à en bas de la station, donc je pouvais commencer, je pouvais compenser quand même pas mal un peu tout. Et Et du coup, en arrivant en bas de cette première descente, quand tu t'es rendu compte que ça passait, tu ressenti quoi? ben c'était vraiment cool. J'étais pas encore au taquet de mon assurance parce que je me doutais que la prothèse était pas incroyable. Et par contre, je savais pas ni comment ni où pour avoir. À ce moment-là, en fait, dans ma tête, c'était OK. Maintenant, ça fonctionne. Le ski, ça va me plaire. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette période-là que je commence à me rappeler correctement des choses. Donc, c'est pas anodin. Ouais. Et, et je me suis dit bon bah voilà, maintenant, il me faut juste la meilleure prothèse de ski qui existe sur cette planète. Et puis j'aurais tout fait pour que ça roule. Et donc, je me suis inscrit à une compétition parce que je savais qu'il y avait une compétition à Vars, à côté du Kera, du coup, où le champion de France de slalom en titre venait à cette compète. Donc, je le savais.
J'avais plus envie de le rencontrer lui que de faire la compète à la base, mais au final, je fais deuxième. Et du coup, j'ai discuté avec lui et de fil en aiguille, il m'a dit bah viens à la prochaine compète, ça se passe là-bas, et puis va à l'autre compète, et puis retourne à l'autre compète. Et j'ai fait très vite des résultats. Du coup, ça aussi, ça m'a bien aidé. Les prothésistes, ils se sont vite intéressés à mon cas, quoi. Ils ont vite vu qu'il y avait quand même des trucs intéressants. Je pense que j'ai déjà dû casser au moins 2 ou 3 prothèses de ski le premier hiver. Et du coup, ils se sont dit qu'il allait falloir faire quelque chose de moi, quoi. Et donc, ils ont été super attentionnés. Et maintenant, j'ai une prothèse qui déchire, qui ne se casse plus, et dans laquelle je peux rentrer. J'ai fréquemment des vidéos d'entraînement où c'est le pied de ma prothèse qui marche mieux que l'autre. Énorme. Et du coup, le ski a fini par prendre quelle place dans ta vie au fur et à mesure que tu reprenais et quelle place est-ce qu'il a aujourd'hui et peut-être bah, voilà, ce qui se prépare pour la suite pour toi. Ben, du coup, j'ai fait 4 ans, suite à ça, là, j'ai fait 4 ans en équipe de France. Je suis parti aux Jeux à Pékin en 2022, aux Jeux paralympiques de Pékin, où je fais 2 beaux résultats en vitesse, en super G en descente, je suis septième. Et de là, j'ai tout arrêté. C'était mes dernières courses. Je suis même pas sûr d'avoir refait un petit peu de même, ne serait-ce qu'un petit peu de slalom depuis. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est le ski plus liberté, le freeride, la poudreuse, tout ça. Donc, même si je refais encore un peu des compètes de freeride avec les valides maintenant, c'est bien plus libre comme pratique. Et puis, je passe vachement plus de temps à enseigner aussi, à bosser comme moniteur aujourd'hui. En plus de ça, comment dire ça, la strictitude de la fédération, ça me convenait pas vraiment. Ok. Et donc, je me lance dans des projets bien plus libres, plutôt vidéo. Donc, comme je disais, le projet s'appelle Black Curl. L'idée, c'est d'emmener en bateau des mecs handicapés faire de la montagne pour raccourcir. Et du coup, les mecs en question, c'est des handisportifs que j'ai rencontrés ces dernières années, notamment sur le circuit Coupe du Monde, hein. Je ne vais pas vous cacher que la plupart des mecs qui viennent du circuit. Donc il y a Victor Pirel qui est vice-champion du monde de slalom, qui est en fauteuil, lui il est paraplégique, et on l'a déjà emmené faire un bon gros couloir en ski de rando, on l'a tiré un peu comme des chiens de traîneau. Et là le projet c'est de l'emmener au Mont Blanc, faire la face nord du Mont Blanc, et il redescend en fauteuil ski, quoi. Wow. Ça, ce sera fin mai. Et le projet qui suit, du coup, le bateau il devrait être prêt. On a acheté un bateau avec ma chérie au mois de mai, au mois d'avril, qu'on a tout rénové. Il devrait être prêt pour début juillet. Et le projet, c'est de partir en Norvège. Et du coup, ce sera avec Jasper Pedersen, qui est je ne sais combien de fois champion du monde et champion olympique en fauteuil, pareil, qui est paraplégique. Donc partir un peu sur le même projet, mais dans les fjords norvégiens, et de rejoindre tous les spots en bateau pour un projet handisportif qui pollue pas trop. Pouah, génial. C'est quoi les lieux de spot en Norvège? Alors, j'y étais en août là, pour une expé en bateau, sur un bateau viking, mais il y avait pas de neige du coup forcément. Donc les spots, c'est quoi? C'est un peu partout sur la côte norvégienne ou c'est le coin des Lofoten, les coins comme ça bien au nord? Alors dans l'idée du coup pour financer le projet, on va aussi offrir ça à des gens, des clients OK. qui pourront venir prendre des cours de ski, des cours de voile sur le bateau, et en même temps aller faire de la rando, puisqu'on est tous les deux moniteurs de ski avec Lulu. Et notamment les familles, le projet là, c'est que ces grandes aventures, je trouve que c'est accessible un peu à une élite. Et l'idée là, ce serait que ce soit accessible aux personnes handies et aux familles, que les gens puissent venir avec les enfants, puisque nous on est deux, on peut faire un peu cours de ski et puis exploration avec les parents, ou inversement, ou voile et ski. C'est multi-activité pour tous. Le projet est loin, loin de tout et du bruit. Le bateau, il s'appelle comment? Le Black Curl, d'où le Ah, nom le du. Black Curl, OK, OK, OK. Génial. Le black curl, parce que les curls, c'est les moutons qui emmènent le troupeau faire n'importe quoi en patois carassin.
OK. Génial. OK. T'écris ça comment, curl? Curle. C-U-R-L-E. OK, OK, OK. OK, Voilà. donc c'est un mix d'anglais et de carrassien. Super. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup communiqué parce que tout n'est pas en place, mais les nouvelles qui arrivent à travers Instagram sur la page de Black Cure. Génial. Bah, écoute, le lien sera en description. Quel parcours! Super, super inspirant de t'entendre expliquer la manière dont tu t'es remobilisé, dont tu as repris en main ta vie, très, très, très rapidement. Quand tu regardes un peu dans le rétro là, depuis cet événement en particulier qui s'est passé il y a donc, 2017, il y a 6-7 ans maintenant, quel message est-ce que tu auras envie de faire passer à, tu vois, potentiellement des gens qui sont, dans des phases un peu difficiles de certains projets de leur vie, et qui nous écoutent, sur le podcast? Moi, mon leitmotiv, c'est que si je fais tout ce que je peux, ça finira par marcher. Et des fois, c'est long, mais ça marche. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, je crois. J'adore, je me note ça. Faire faire tout ce qu'on peut pour obtenir ce qu'on veut, c'est. Des fois, ça peut peut-être tourner malsain, mais moi, dans mes actes, c'est plutôt pour mon Ouais, bien-être. trop bien. Bah, écoute, un grand, grand, grand merci Manuel, c'était fascinant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Une bonne fin de prépa du bateau, une bonne expé à venir, du kiff sur la neige, cet hiver? Ouais, bah, une bonne fin de prépa du bateau, tu fais bien d'en parler. On est un peu coincé là sur le financement d'aménagement handicapé. Donc, s'il y a des pistes, OK, voilà, on a un aménagement handi à faire pour le projet. C'est que les mecs, au moins paraplégiques, un peu sportifs, c'est vrai que si les gens ne peuvent pas bouger, ça va être compliqué de viser l'autonomie, même si le bateau sera quand même prêt pour accueillir même des tétraplégiques. L'idée, c'est qu'au moins quelqu'un de para puisse vivre à peu près autonome à bord sur plusieurs jours et nuits en mer, quoi. Et du coup, bah, c'est un joli budget. Et ça fait partie des choses que je peux pas faire moi parce que je ne sais pas souder. Donc à la limite, même si c'est pas des financements, un mec qui est chaud de souder, ça marche aussi. parce que c'est quoi, c'est vrai j'ai pas creusé ce sujet-là, mais c'est quoi comme aménagement du coup que tu fais sur le bateau et il fait quelle dimension déjà? Peut-être pour commencer par ça? Le bateau, il fait 13 mètres. C'est un Sun Magic OK. 44. Il y a trois cabines doubles et une cabine simple. Ah ouais, quand même. Ça permet d'accueillir entre 4 et 6 personnes en plus de nous, c'est pas mal. Et du coup, la question, c'était sur Ouais, l'aménagement handi. Moi, ce que j'ai pu faire, c'est aménager en bas, avoir un toilette, une cabine à peu près accessible avec des poignées et des rambardes. Et ce qui manque et qui coûte vraiment cher, c'est l'espèce de grue, si tu veux, qui permet de monter les personnes à mobilité réduite du ponton sur le bateau. Et moi, je tiens aussi à ce que cette grue, elle puisse aller du bateau à la mer pour que les gens puissent se OK. baigner. Donc ça c'est un beau budget parce que faut que ce soit solide. Et un peu le même principe, là ce sera plutôt un anneau, mais du coup c'est les arceaux pour que ce soit solide qui font que c'est pas donné. Un espèce d'anneau, si tu veux, à l'entrée de la descente, des escaliers qui descendent Ouais, dans le bateau, avec pareil un système de treuil OK. pour pouvoir descendre les gens à l'intérieur du bateau. Et là, ils arrivent entre la salle de bain et leur cabine. Et bah, s'il y en a qui nous écoutent, voilà, qui peuvent souder, bah, allez-y, contactez Manuel, qui peuvent souder ou, qui sont en capacité de soutenir financièrement, Black, Curl, allez-y, foncez, tous les liens sont en description, pour contacter Manuel. Un grand merci, une fois de plus, c'était super intéressant d'échanger avec toi. Franchement, bravo, parcours, enfin bravo, pas voilà, chaque parcours est vraiment unique, mais c'est vrai que, voilà, moi, je suis toujours très friand, de rencontrer tous mes invités et de les frapper, mais les parcours comme le tien, je trouve que ça résonne particulièrement, heu, parce que, bah, ouais, parce que c'est une super leçon de vie sur comment se relancer. Donc, bravo et surtout merci d'être venu, partager tout ça, au micro des frappés.
Eh ben, merci à toi, c'était vraiment cool. J'espère que ça va bien rendre, mais pour moi, c'était un de mes plus agréables interviews. En tout cas, c'était vraiment cool et j'étais relâché et tout bien comme Trop il faut. bien. Bah écoute, Donc c'est vraiment top. Merci à toi. Et puis, pareil, je sais pas si je peux envoyer ah un bah message aux gens. Je le fais, je te vas-y. demande pas. Non, du coup, c'est juste, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Je sais qu'il y a des parents qui ont besoin de moi. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans ma situation et qui se demandent comment je fais pour aller dans l'eau. Par exemple, et qui ont besoin de solutions. J'en ai plein des solutions et je suis ouvert à tout le monde. Pas de souci. Génial. Merci beaucoup, Manuel. Merci. Quelle belle leçon de vie. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Si c'est le cas, pensez à partager l'épisode autour de vous. Si vous appréciez les frappés et que vous souhaitez soutenir le podcast, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez vous abonner, laisser une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast et Spotify principalement. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs. Ce sont des auditrices et auditeurs qui soutiennent financièrement le podcast à partir de 1 € par mois. Le lien est en description et vous pouvez enfin tout simplement parler du podcast à fond autour de vous pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Merci pour votre soutien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.